Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. C'est le numéro 7 de la 5e saison et je suis avec Natacha ce soir. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, toujours au rendez-vous pour le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Et ouais, et puis, vous le savez peut-être pas, mais on est en train de vous préparer une spéciale Halloween là dans 2 semaines. On est tout fébrile, on a plein de choses de prévues. D'ailleurs, on avait lancé un appel sur la chaîne, on vous avait dit, si vous voulez participer à cette émission, nous envoyez votre petite vidéo, voire même intervenir en direct au moment de l'enregistrement. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire, lejournaldbn@gmail.com, et puis ce sera vraiment avec plaisir qu'on vous accueillera sur cette émission spéciale Halloween, mais il faudra venir grimer. Et moi, ce sera ça mon déguisement. Une chaussette sur la tête? Non, j'ai pris un chapeau, mais ça, c'est pour le jour de l'enregistrement. Bon, elle nous montrera un petit ustensile à chaque Mimi. Bon, il reste plus très longtemps à attendre, hein. Oh! On sait qu'elle portera une chaussette, voire deux. Des chaussettes, s'il te plaît, il y en a 2? Ce qui est d'ailleurs vachement pratique parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais tu es filmé en plan américain depuis 6 épisodes. On ne voit jamais tes pieds. Eh ben non, mais on voit pas les tiens non plus. Et c'est pour ça que je ne porte pas de chaussettes à Halloween, spécial Halloween, parce qu'on les verra pas mes Mais pieds. justement, je me suis dit, moi, je trouve ça marrant de porter des chaussettes avec des petits fantômes et tout, et je me suis demandé comment vous les montrer. Ben voilà, c'est fait. Donc je vais être obligée de sortir ma jambe de quelque part. Ça va être l'exercice pour Halloween. Exactement, je n'y manquerai pas de te le rappeler. Ça marche. Ce, ce soir, allez, deux news qui nous ont interpellés cette semaine. Et on va bien commencer avec toi, Natacha. Tu vas nous parler d'énergie solaire, de nouveaux types de panneaux solaires qui pourraient révolutionner notre avenir. Moi, j'avais envie de te demander si, dans les films de science-fiction, tu n'es pas fascinée justement par toute cette technologie? Bah, oui, j'ai toujours adoré la science-fiction depuis que je suis tout minot. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est de voir comment dire, des sciences qui étaient fictionnesques quand j'avais 10 ans, bien être aujourd'hui quelque chose de tout à fait banal. Et alors que quand on lisait ça, tu sais, quand c'était au siècle dernier, hein, excusez-nous les plus jeunes, c'était voilà complètement hallucinant. Quoi, des voitures qui vont voler, c'est pas possible. Voilà. Donc oui, bien sûr qu'on est fasciné par la science. Avant de vous raconter ma petite news pour ceux qui ne l'auraient pas vue, je voudrais que vous écriviez dans le chat toutes les choses que vous avez pu imaginer et puis que vous aimeriez voir. Alors, on va dérouler un peu, je vous raconte ma news après. Donc écrivez toutes ces choses. Moi, j'avais envie de voir, je rêvais quand j'étais plus jeune de voir, tu sais, des espèces de petits rouleaux comme ça, sur lequel on aurait pu regarder les films, tu vois? Des machins comme ça, j'avais envie de voir ça. J'avais envie de voir, justement l'énergie, solaire un petit peu partout. Pour ça aussi que je suis allée chercher cette petite news que vous allez découvrir. Enfin bref, écrivez donc tout ce que vous avez envie de voir dans la réalité, comme par exemple, je ne sais pas si tu te souviens de ce film, Retour vers le futur, il y a, l'espèce de skateboard qui s'appelle, L'overboard, très cher. qui a été créé. Ils ont créé l'hoverboard. Je me souviens des vêtements qui se mettaient à la taille, tu sais pas, en faisant choup, une espèce de système, très spécial. Et bien là, il y a l'université d'Oxford qui a créé des une cellule, en fait, une cellule, capable de transformer donc n'importe quel objet en panneau solaire, mais vraiment n'importe quel objet. Donc ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle est ultra fine. En fait, il s'agit, de la superposition de couches que sur une seule cellule solaire pouvant absorber la lumière. Alors comme vous le voyez, là, les amis, c'est tout petit, 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 mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ultra souple, vraiment tellement souple, tellement fin,
Le résultat dépasse à peine le micron d'épaisseur, c'est-à-dire 0,001 millimètre. Ah, tu imagines, Antoine, comment c'est tout petit et ça reste très souple. Du coup, son rendement, il est quand même assez intéressant puisqu'il est, 27 d'après l'Institut national des sciences et technologies industrielles avancées du Japon et le matériau est constitué, je pense que vous pouvez le lire dans l'article, d'un de perovskite. Je me suis entraînée à le dire et j'ai eu du mal. Perovskite. Il est fin, il est souple et surtout, il peut être appliqué comme revêtement sur pratiquement tout. Donc on peut imaginer sur les vêtements, on peut imaginer sur les téléphones portables, les sacs à dos, les voitures, heu et on imagine, tout ce qu'il peut faire tellement il est petit et souple et en plus, ils sont en train de se dire, donc ces chercheurs, que le rendement peut même être augmenté jusqu'à 45. Alors évidemment, l'opération de marketing a déjà commencé et puisque son efficacité est même supérieure à celle des panneaux solaires, donc ils sont en train d'investir un petit peu l'idée déjà que ça remplacerait tous ces panneaux solaires que nous avons. Moi, ça me plaît bien. Bah, c'est forcément l'avenir, mais carrément forcément l'avenir. Ne serait-ce que déjà, recouvrir tous les véhicules électriques de ce genre de panneaux photovoltaïques qui permettrait de faire une recharge, en continu. Parce qu'il faut pas se mentir, aujourd'hui un véhicule électrique, c'est, 400 bornes d'autonomie. Alors on va vous vendre 450, 500, 600, waouh! Mais, tu fais rien quoi, tu fais même pas un par chez moi qui suis en pleine campagne, c'est pas du tout rentable, hein. C'est le moindre magasin, il a 30 kilomètres, voilà, tu fais, 2 allers-retours et puis c'est fini. Donc là, il faudrait, effectivement revêtir, les véhicules, pourquoi pas revêtir les routes aussi. Donc ça permettrait aussi de recharger les routes qui pourraient par induction après recharger les véhicules qui passent dessus. Il y avait déjà, ça existe déjà, hein, des vitres donc transparentes qui sont installées sur des immeubles et qui sont des réseaux photovoltaïques, j'ai toujours un peu de mal à le prononcer, et qui permettent de recharger effectivement, en tout cas d'alimenter une partie de l'électricité de l'immeuble grâce à ces panneaux. Et l'intérêt, c'est qu'ils sont transparents, donc ils ne cachent pas la vue, c'est pas moche, etc. Donc ça a déjà été pensé. Et puis effectivement, le nec plus ultra, ce serait d'avoir son, je sais pas, son imperméable, c'est son manteau, son t-shirt de cette matière, et puis d'avoir voilà, son portable qui serait rechargé tout le temps en continu. On va y venir. Je dis pas que c'est bien, parce que surtout pour ce qui est des vêtements, je suis pas sûr que être tu vois, habillé d'un truc qui recharge, qui capte, qui recharge en continu, ça soit super bon pour la santé, mais on va obligatoirement y venir, c'est une évidence. Tu sais à quoi ça me fait penser quand tu parles de vêtements qui se chargent comme ça? Tu vois pas? Superman, parce que Superman se recharge à la lumière du soleil. Alors imagine donc ce système-là qui rechargerait des vêtements qui nous permettraient de voler, Superman. Bah, pourquoi pas? Mais oui, dans l'absolu, même si aujourd'hui, c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que même si aujourd'hui, ce que tu dis là, ça fait très science-fiction, c'est juste pas possible aujourd'hui, et peut-être que dans 50 ans, quand on sera vraiment des tout vieux, on se dira, ben, on l'avait dit dans le Mimi 5.7. Dans 50 ans, je serai vraiment une toute vieille. Ah ben, et moi donc? 102 ans, j'aurai 102 ans. Alors on ne dira pas, Non, on dira pas. on dira pas. Alors maintenant, je me posais une question.
C'est donc ce matériau que je ne connais évidemment pas, qui s'appelle le perovskite. Comment, il est fait de quoi? Est-ce qu'il nécessite une extraction de quelque chose? Est-ce qu'il je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas eu le temps aujourd'hui d'aller rechercher, ce que c'était, mais j'avais ça en tête et je me dis: «Est-ce que finalement, comme on connaît, les soucis par rapport justement tu vois, à ce qui compose, nos téléphones portables, les batteries et cetera, qui nécessitent, une action écologique, pas très, très sympa. Est-ce que là aussi ce sera le cas ou pas? Je suis pas allée chercher l'info, mais j Écoute, permets-moi de ramener ma science et de te le dire comme ça, mais par cœur, tu vois, c'est la alors déjà c'est la, tu vois, c'est féminin, la perovskite désigne originellement un minéral de titanate de calcium, dans la formule c'est CaTiO3 comme tout le monde le sait, et on l'appelle plus généralement perovskite, les minéraux de même structure dont un polymorphe de magnésium et de fer, considéré comme le minéral le plus abondant du manteau terrestre. Donc en plus, tu vois, ça a pas l'air d'être, perovskite, s'il ouais, vous plaît, monsieur, bah oui, je la prononce à l'américaine. je vous l'ai dit. Comment s'appelle le chapeau là, escopion, escoffion, L'escoffion. escoffion, l'escoffion perovskite. Je vous jure les amis, avec nous, mais alors là, vous allez sortir en soirée, on n'écoutera que vous. L'escoffion, qu'est-ce que c'est? Rappel, le chapeau qui se portait à une certaine époque, pour les dames, qui a une allure un petit peu comme ça là, c'était, Moyen Âge, hein, je crois? C'est tout à fait ça, là, regarde, d'ailleurs, j'ai mis une image à l'écran. Et dessous, regarde, j'ai mis eh bien la petite pareidolie hein, qu'on avait vue de cette petite fée, avec un escoffion, là, finalement, sur la tête. C'est ça, hein. Non, mais on se la pète pas du tout. Nous, c'est Pas du tout. notre langage normal, tous les jours. Maintenant, c'est le vôtre. Donc perovskite, escoffion et à toi Antoine, la suite. Eh bien, c'est notre langage vernaculaire, Ah! Natacha. Bravo! Oui, parce que j'explique le contexte. Donc, Antoine, bien sûr, il m'a un petit peu impressionnée avec son escoffion. Je me suis dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que tu parles, riche, mon ami!» Et puis je lui ai dit, parce que je voulais sortir un peu ma science moi aussi, enfin je voulais pas être en reste et je lui ai dit: «Bon allez, c'est ta langue vernaculaire». Il a dit: «Oui alors, là oui je sais ce que c'est, mais tout de suite je sais plus trop» et puis, mais là il le sait, il le maîtrise. Bah, tu vois. Maintenant, je le maîtrise. C'est un peu comme le prochain sujet d'ailleurs, que j'espère un petit peu maîtriser. On va voir. T'en as peut-être entendu parler, Natacha. Ça fait le tour des infos. C'est une espèce de vaisseau qui va aller dans l'Arctique. C'est un vaisseau scientifique, d'exploration scientifique, qui s'appelle le Tara Polar. C'est le Tara Polar Station. Est-ce que ça te parle? Rapidement et j'aurais quelque chose, une toute petite info à te dire, à propos de cet endroit très, très froid. Eh bien, je partage et puis je t'écoute. Hop. Voilà. Déjà, pour qu'on voit bien de quoi on parle, tu vois, il s'agit de ce véhicule-là qui est tout droit sorti euh, des constructions navales normandes. Il a été mis à flot dernièrement, hein, c'était vendredi dernier, le 4 octobre, euh, à Cherbourg. Il est sorti des chantiers navals, les chantiers navals de Cherbourg. Et il va avoir pour objectif de d'explorer, on va dire, le pôle Nord en se laissant dériver. Comme ça, il sera pris dans la glace et il va se laisser dériver pendant plusieurs années, hein. Il y a 18 missions qui sont prévues.
Il y a, non, c'est 18 personnes à bord, mais c'est 10 missions consécutives qui sont prévues jusqu'en 2046. Et il va passer, là, comme le dit d'ailleurs le site officiel de la fondation Tara Océan, il va passer 90% de son temps bloqué dans la glace. Donc finalement, c'est pas un véhicule qui va naviguer. Il peut naviguer, hein, d'ailleurs, il va aller en naviguant jusqu'en Arctique. Mais après, il va y arriver sur la saison chaude. Il va se laisser enfermer dans la glace, et puis après, il va se laisser dériver. Donc, l'objectif de cette mission scientifique, c'est de mieux comprendre l'impact du changement climatique en Arctique, l'impact qu'il a sur nos régions et puis sur les régions du globe. Hein. Là, on le voit encore, tout le monde parle de dérèglement climatique. Est-ce que c'est un vrai dérèglement climatique ou est-ce que c'est un cycle qui revient et puis on est dans le mauvais cycle? Bon, on verra. Améliorer la connaissance de la biodiversité sur Terre en explorant les régions non accessibles. Donc on sait qu'effectivement il y a encore plein de microphones peut-être à découvrir dans ces zones-là glacées. Et pour le moment, on n'en connaît que très très peu. Alors, je fais une petite digression d'ailleurs, hein. Ça peut être aussi piégeux, parce que c'était dans je sais plus quel Mimi avec Jérôme, on avait fait un article justement de microbes, de virus, enfermés comme ça dans les glaces depuis des milliers et des milliers d'années, que les chercheurs, en faisant des carottages comme ça, libérés, alors, ils les étudiaient, mais tu sais pas ce que ça pouvait devenir, hein, si ça échappe à tout contrôle, ça peut être dangereux. Bon. Il y a des épisodes d'X-Files, hein, d'ailleurs, qui en parlent de ça, et puis il y a même un film de science-fiction qui a ce genre de scénario. Voilà, autre mission, donc analyser les conséquences de la fonte de glace. Alors, j'ai appris en lisant l'article hein, que finalement, les glaces ne fondent pas à cause de l'été qui est trop chaud. Les glaces fondent parce que l'hiver n'est pas assez froid. Et donc, comme l'hiver n'est pas assez froid, la glace, l'eau, la banquise ne se reforme pas suffisamment pour compenser la perte normale qu'elle a l'été quand l'atmosphère se réchauffe. Donc, tu vois, c'est pas l'été qui devient plus chaud et qui fait fondre, c'est l'hiver qui devient plus doux et qui, du coup, accélère la fonte à cause de sa non-reconstruction de couches glacées. Voilà. D'accord. Ah bah, voilà, alors pourquoi je voulais parler de ça? Je vous le dirai dans 2 secondes, parce qu'avant tu vas nous dire, tu avais un petit quelque chose à nous dire, en tout cas ce à quoi ça t'a fait penser, ce sujet. Oui, parce qu'en cherchant donc les petites infos, je suis allée regarder du côté des infos un petit peu insolites et j'avais vu qu'en 1947, il y avait un chercheur qui était, je crois que c'était au Canada, non, ou je crois que c'est Canada, et c'est en 1947, il avait fait très, très, très froid. C'était descendu à -63 degrés. Ce monsieur était sorti de sa maison et là, très étonnant, il, s'est rendu compte qu'en fait, il entendait des bruits qui venaient de plus de 6 kilomètres de là où il était. C'est-à-dire, il entendait des gens, il entendait des chiens aboyer, il entendait même la glace du lac qui craquait, enfin qui était plus loin et qui se reformait et tout ça. Et il s'est interrogé, il est resté avec cette interrogation et là, je suis allée chercher l'explication et en fait, c'est une explication qui fait que le froid courbe, tu vois normalement le son, hop, ça monte, comme ça et c'est pour ça que je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai lu très rapidement et là, en fait, je crois que ça faisait une courbure inverse. En tout cas, je sais que ça fait une courbure inverse de ce que ça fait habituellement et du coup, ça fait que le son était propagé un petit peu plus loin. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, voilà. D'accord, merci pour l'anecdote. Mais oui, parce que là, on est dans le froid. Tout à fait, mais en fait, quand tu dis ça, j'entends passer, mais comme s'il allait atterrir dans mon jardin, un hélicoptère. Donc je me dis: «Ça y est, ils viennent me chercher». Non, c'est bon, il a il a tracé. Donc moi le sujet, pourquoi est-ce qu'il m'a interpellé? Parce que bon, vous l'avez vu partout, hein,
le Tara Solar, euh, je pense que vous avez dû le voir dans les infos. C'est surtout, moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il va se retrouver donc coincé dans la glace. Il va se retrouver au fameux pôle Nord. Et tu sais toutes les légendes, les fantasmes qu'il peut y avoir autour du pôle Nord et autour du fait qu'il y aurait une entrée vers la Terre creuse. Tu en as déjà Non, entendu parler, je suppose. j'ai un petit peu entendu parler, mais moi je me souviens du Père Noël qui est là-bas. Mais bon, ça c'est moi. Il y est aussi, mais il est plus à gauche de l'entrée de la Terre creuse, parce que sinon, tout le monde irait le voir. Et donc, ça m'a donné envie de ressortir un article qu'avait fait Marie Rocca dans Génération Cité d'Or numéro 8, que voici, où justement on était sur les civilisations antédiluviennes. Et Marie a fait 2 séries d'articles sur cette existence de la Terre creuse et de toutes les histoires qui pouvaient y avoir autour de la Terre creuse. Alors je vais te partager l'article. Moi, ce que je me souviens surtout, je crois que je t'en avais déjà parlé dans un autre Mimi, c'est quand j'ai interviewé Nicole Dron, qui est aujourd'hui mon amie, qui a vécu une expérience de mort imminente en 1968. Dans cette expérience, elle avait vu effectivement des espaces de terre creuse dans l'expérience et qu'elle y avait vu, je crois, hein, que je t'en avais parlé dans un Mimi, qu'elle y avait vu en fait que des expériences, y étaient faites, des expériences génétiques y étaient faites et qu'elle se sentait, elle sentait que c'était pas très, très beau. Alors, il y aura sûrement plusieurs écoles hein, sur qu'est-ce qu'il y a dans cette terre creuse si la Terre, bien entendu, est creuse. Euh, bon, on a tous entendu parler des expéditions de l'amiral Byrd. J'en parlerai pas ce soir parce qu'il faudrait toute une émission pour en parler. Au pire, si vraiment vous en faites une demande spontanée et nombreuse, j'en parlerai la semaine prochaine. Mais je voulais surtout venir sur ce premier volet de son article qu'elle avait fait en recensant toutes les histoires liées à justement des expéditions au centre de la Terre. Donc je ne vais pas tout vous lire, hein, je vais passer les premiers sujets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un sujet qui était vraiment pris au sérieux, ça devait être aux alentours du XVIIe siècle, quand Edmond Halley a commencé à faire ses recherches sur les pôles magnétiques. Euh, à la base, lui, il voulait faire une recherche pour essayer de trouver un moyen d'aider les navigateurs à savoir exactement sur quelle longitude ils se trouvaient, parce que autant la latitude, c'était quelque chose qui est assez facile à calculer par rapport à la position du Soleil, alors que la longitude, à l'époque, ils ne le savaient pas. Et donc, en faisant ces recherches scientifiques, ben, c'est là où il s'est aperçu que finalement, la Terre avait 2 pôles. Le fameux pôle Nord et un deuxième pôle magnétique. Et lui, l'explication, après moult études, expériences, etc., il s'est dit, à partir du moment où un aimant a 2 pôles, comment est-ce que un objet pourrait se retrouver avec 4 pôles, avec 2 pôles nord et 2 pôles sud? Donc pour lui, finalement, le fait que la Terre ait 2 pôles, hein, quoi, 2 pôles nord et 2 pôles sud, donc 4 pôles, la seule explication possible, c'est que finalement la planète avait 2 surfaces. Il y avait la surface sur laquelle on était et une autre Terre à l'intérieur de la Terre, dont le pôle nord serait pas exactement au même endroit que notre pôle nord à nous. Et c'est ça qui ferait que l'aiguille de l'aimant n'indiquerait pas forcément notre pôle Nord, mais le pôle Nord de la Terre à l'intérieur de la Terre. Donc voilà, lui, il s'est vraiment attaché à cette théorie. Il avait un pote, hein, il s'appelait Newton, bon, qui a inventé des 3 petits trucs comme ça en passant, qui
avait accueilli avec circonspection la théorie de son ami. Lui, au début d'ailleurs, il avait fait des études sur des calculs des rapports densité, masse-densité par rapport à la Terre et par rapport à la Lune. Et il démontrait que la Lune avait une plus grosse densité que la Terre. Bon, après, il a changé ses calculs, hein, mais c'était à un moment donné, voilà, ils essayaient de démontrer absolument que la Terre était creuse. Il y en a d'autres, hein, qui sont venus sur ce sujet. Léonard Euler, le fameux mathématicien, lui voyait une Terre creuse, mais avec un Soleil central. Voilà. Alors que Halley, il était plutôt en train de dire il y avait un noyau central commun aux deux sphères, finalement, mais que c'était un noyau tel qu'on l'entend aujourd'hui, et pas un soleil. Donc, du côté de l'air, on était plutôt sur un soleil central. John Cliff Simes suggéra que la Terre était constituée d'une coquille d'environ 1300 km d'épaisseur, avec des ouvertures d'environ 2300 km au niveau des deux pôles, et de 4 coquilles intérieures. Donc tu vois, chacun il venait avec sa propre théorie. D'ailleurs, il y a un des scientifiques qui prépare une expédition au pôle Nord, mais cette expédition, finalement, s'est pas faite parce que le président Andrew Jackson, au XIXe siècle, lui, pensait que la Terre était plate, donc trouvait inutile d'aller faire des inspections au pôle. Voilà. Et en tout cas, voilà, c'est un sujet qui a vraiment passionné les scientifiques de l'époque. On le verra, donc pas ce soir, mais avec l'amiral Byrd, les expéditions au pôle Nord pour trouver l'entrée de la Terre creuse se sont tout le temps soldées par des échecs, sauf une fois, où lui a ramené, paraîtrait-il, des photographies, des images de ce qu'il a vu de l'autre côté. Mais voilà, aujourd'hui, on serait incapable de dire s'il y avait une terre creuse, où se trouve l'entrée, c'est juste pas possible. Et pourtant, il y a eu des gens qui ont vécu, qui sont allés, qui sont paumés, en fait, tout simplement. C'était des Scandinaves, peut-être que tu en as entendu parler, hein, c'est un auteur qui s'appelle Willis Emerson, qui a écrit un livre qui, selon lui, serait la biographie d'un vieil homme qu'il avait pour voisin, qui s'appelait Olaf Jensen, et qui, dans sa jeunesse, aurait vécu une histoire extraordinaire avec son père. C'est-à-dire que à l'époque, c'était en 1829, Jens Jensen et son fils Olaf Jensen, qui étaient des marins scandinaves, se sont perdus au cours d'une pêche en haute mer. Ils sont perdus dans les eaux du Nord, et il leur est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Ils naviguaient sur la mer, et puis la mer s'est transformée finalement en espèce de grands fleuves, et ils se sont retrouvés sur une terre mais qui- qu'ils n'auraient pas dû voir. C'est-à-dire que la terre était devenue verdoyante. La température, alors qu'on était dans des températures arctiques, hein, elle était devenue clémente, voire même chaude. Et donc ils ont continué leur navigation. Ils ne voyaient plus d'iceberg. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à rencontrer et à voir de loin des animaux un petit peu disparus, et des bâtiments aussi qui n'existaient pas à notre surface, hein. On est au 19e siècle, en 1800, je crois que j'ai dit 1829, tu vois. Donc, ils sont arrêtés,
Et puis ils ont rencontré des humains, mais des humains qui avaient la taille pour eux de géants, et qui étaient fort, fort sympathiques. Donc finalement, ils ont sympathisé, ils ont fait ami-ami avec les humains. Ils ont été accueillis par un grand homme du nom de Jéhu, qui les a invités dans sa cité, qui fait très Atlantide, hein, comme ça dans l'imaginaire, cette cité. Donc euh, les constructions, comme le disait Olaf, étaient de très belles constructions. Il y avait des temples, des habitations qui étaient ornées d'or. La végétation était luxuriante et abondante. Toutes sortes de fruits poussaient. Il disait même que les raisins étaient proportionnels finalement à la taille des hommes. Et pour eux, ils avaient la taille, le grain de raisin avait la taille d'une pêche, tu vois. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ils sont vraiment restés un certain nombre de mois dans cette cité. Ensuite, ils ont voulu rencontrer on va dire le roi de ce nouveau royaume. Et ils ont été dans une autre cité un peu plus loin qui était plus importante pour rencontrer ce haut souverain dans son palais. Et ils ont été là aussi accueillis de façon royale, tu vois. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient mis en esclaves, dévorés tout cru. Non, non, ça s'est très très bien passé. Et c'était vraiment une cité merveilleuse où le palais, on entendait de la musique à tous les recoins du palais, tu vois. Il y avait quelque chose de très poétique, comme on pourrait se l'imaginer dans l'Olympe, par exemple, tu vois. Et puis en plus, détail non négligeable, les habitants de ce monde avaient une espérance de vie qui avoisinait les 600-800 ans. Un petit peu comme les premiers humains, c'est-à-dire que les descendants d'Adam et Ève, quand tu lis dans la Bible, hein, avant, avant comment dire, le déluge, ils avaient une espérance de vie qui avoisinait des 800-900 ans. Donc ça pourrait être effectivement des descendants de premiers humains, mais qui sont réfugiés dans la terre creuse pour échapper au déluge. Voilà. Donc ils se sont bien plu, mais bon, le père d'Olaf, au bout d'un an et demi, il s'est dit, bon, j'aimerais quand même bien revoir ma femme. Elle doit se demander ce qui se passe, où je suis, etc. Et puis bon, voilà, un an et demi, quoi. Donc, du coup, eh bien, ils ont décidé de repartir. Personne ne les a empêchés de repartir. Par contre, la période où ils voulaient repartir, ils sont parvenus sur leurs pieds parce qu'ils seraient arrivés dans la nuit, tu sais, la nuit profonde arctique. Et donc, ils ont préféré repartir par le sud. Donc, on leur a indiqué le chemin, ils ont repris leur bateau tranquillement, ils sont repartis par le sud, sont ressortis à la surface de notre planète, ils se sont mangés un iceberg, leur bateau a explosé, Olaf s'est retrouvé à demi inconscient, projeté sur la glace, mais il a survécu. Bon, il pensait qu'il allait mourir de froid, et coup de bol, un bâtiment écossais, le Harlington, passé à proximité, l'a vu faire les 100 pas sur son bout de glaçon et l'a récupéré. Donc, de retour à Stockholm, après plusieurs mois, mais malheureusement, Olaf avait perdu donc son père là, dans le naufrage. Il a appris aussi que sa mère était décédée un an auparavant. Donc, bah, il avait déjà commencé à raconter son histoire un petit peu à tout le monde, mais tout le monde le prenait pour un fou. Donc, il s'est dit, bon, je vais peut-être en parler à mon oncle. Ben, grand bien lui en a fait, parce que son oncle Gustaf Orstenlind, il l'a enfermé, il l'a interné pendant 28 ans. Allez, voilà. Quand son oncle est mort et qu'il n'y avait plus personne pour payer l'internement, du coup il est sorti.
Et puis, eh ben, il a bossé pendant encore 27 ans comme pêcheur, puis finalement, il a décidé d'immigrer aux États-Unis. Et c'est en 1889, âgé de près de 70 ans, qu'Olaf vendit son bateau et quitta son pays pour se rendre aux Amériques. Et là, il a trouvé un petit appartement où loger. Et son voisin, c'était le fameux Willis George Emerson, un romancier à qui, finalement, il s'est dit, il faut quand même que je raconte cette histoire, quoi. Je l'ai vécu, quand j'ai pas rêvé, on y a vécu 1 an et demi avec mon père, les gens étaient super, quoi. Puis c'était beau, c'était paisible, quoi. Il faut que je raconte ça, donc il l'a raconté, effectivement, à son voisin. Et son voisin a sorti le livre qui s'appelle The Smoky God, ou Voyage to the Inner World, euh, et il a été publié l'été 1908, mais malheureusement, notre ami Olaf venait de décéder quelques semaines auparavant, avant la sortie du livre, donc il ne saura même pas que son histoire a passé la postérité. Incroyable. Donc on pourrait se dire, bon, c'est une très belle histoire. Jules Verne aussi en a fait une. Enfin, il s'est basé d'ailleurs, je crois, sur ce récit-là, hein. Mais c'est pas le seul à avoir vécu ce genre de choses. C'est le docteur Nephi Cottom de Los Angeles a rapporté le récit de l'un de ses patients, qui était lui aussi d'origine nordique, et qui disait j'habitais près du cercle arctique en Norvège. Un été, je décide avec un ami de faire un voyage en bateau. On a fait des provisions pour 1 mois, un petit voyage tranquille. On va s'amuser sur la mer. Et puis, au bout d'un mois, on a pénétré très en avant dans le nord et on a atteint un étrange pays qui nous a surpris par sa température. Voilà. Et il s'est aperçu qu'il y avait une espèce de deuxième soleil qui apparaissait, alors que notre soleil était dans son dos. Et plus il avançait, plus le soleil de ce pays dans lequel il était rentré devenait de plus en plus fort et resplendissant, tandis que le nôtre disparaissait complètement. Donc, bien, au bout d'un moment, il a compris que ils étaient passés ailleurs, donc pour lui, dans la terre creuse, hein. Le soleil était éclatant, la vie animale et végétale se développait abondamment, et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils découvraient un paysage qui était vraiment, vraiment fantastique, parce que là, pour lui aussi, chaque chose avait des proportions gigantesques. Et puis, comme pour l'histoire d'Olaf, ils ont rencontré aussi des géants, avec qui ils sont liés d'amitié, et c'était des êtres humains, hein. C'était pas des cyclopes ou ce genre de choses, non, c'était des très grands humains. Euh, donc la ville semblait un peu moderne, il y avait une espèce de monorail d'ailleurs qui se déplaçait grâce à l'électricité. Et voilà, il raconte, c'est un peu Jacques et le haricot magique, tu sais, il rentre et puis tout est plus grand, les chaises sont plus grandes, les assiettes sont plus grandes, la portion qu'on te met dans l'assiette, t'en as pour une semaine avant de la finir, bon, voilà. Donc au bout d'un moment, ils ont décidé de retourner chez eux. Le texte dit pas comment s'est passé leur voyage de retour, si ça s'est mal passé comme pour Olaf. Ce deuxième cas, moi je le connaissais pas, hein. Je connaissais le premier qui était assez connu, mais le deuxième je connaissais pas. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est de voir que la similarité au niveau des sujets. Donc, est-ce que le gars qui a raconté son histoire au docteur, est-ce que finalement il n'avait pas lu le livre du Smoking God, et puis il s'est approprié son histoire et puis il avait fait le mytho? Ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire. Mais toujours est-il que les histoires se ressemblent énormément. Donc, bon, je vais pas parcourir toutes les histoires de mondes souterrains. Il y a l'Agartha, hein, que tu connais, il y en a tout un tas d'autres. En Amérique du Sud aussi, il y a tout un tas d'histoires sur les mondes souterrains. Donc c'est quand même surprenant. Est-ce qu'il y a un fond de vérité?
Et donc, est-ce que notre fameux Tara Polar Station va pas basculer dans un autre monde, découvrir quelque chose qui ne fait pas partie de notre surface? Ce serait extraordinaire, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça me faisait penser, tout ce que tu disais, à différentes choses, hein. Tout au long, bien sûr, de l'histoire que j'écoutais, il y avait mon imagination fertile, qui était en train de prendre la place, bien que t'écoutant avec, ravissement, bien sûr, Antoine. La première chose, c'est que j'étais partie dans Stargate, en fait. Je me disais, ça me fait penser à un basculement dans une autre dimension, pas forcément une terre creuse puisqu'il y a là, à un moment donné, 2 soleils. Alors il se peut que ce soit quelque chose, soit un gros mytho qui se raconte un petit peu, qui se base sur l'autre bouquin. Il se peut aussi que ce soit réellement ça. Pourquoi pas? C'est bien notre ami Damian qui dit qu'on a quand même, des basculements dans d'autres dimensions régulièrement. L'autre chose, alors pour l'histoire d'Olaf, je me disais, ça aussi, ça peut franchement paraître, aussi peut-être un quelqu'un qui, tu vois, qui a un accident avec un bateau et qui part dans d'autres dimensions avec une expérience de mort imminente. C'est toujours ma base puisque, forcément je l'ai beaucoup étudié. Ça peut être toute autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'histoire, il y a quand même des soleils, il y a quand même tout ça. Donc terre creuse, ça me faisait plus penser à autre chose qu'à ces histoires-là précises. Et puis, tu parlais de mythos. Alors ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a quelque temps, je lisais aussi, une histoire très connue que tu connais certainement. C'est le premier cas que l'on dit, donc le premier cas, de d'abduction. Je crois que tu le connais, je vais te le raconter. Ce sont donc, ça se passe au Moyen Âge, quelque chose comme ça, où il y a des gens qui voient donc des personnes descendre d'un appareil et ils sont accusés de ramener donc, tout un tas de maladies, notamment de faire, perdre les moissons et ils sont condamnés à mort. Ça se passe à Lyon. Et effectivement, ouais, ouais, c'est ça, ça se passe à Lyon, c'est au Moyen Âge. C'est au Moyen Âge et là, l'évêque du coin, arrive, il les interroge et finalement il finit par dire: «Bon, si, donc, d'après les témoins, donc ces gens, auraient été, donc des démons», tu vois? Et donc là, il dit: «Bah, si vous croyez à ce genre d'histoire, c'est que vous aussi vous êtes des démons». Et là, ils ont dit: «OK, c'est bon, on arrête». Et donc ils sont sauvés. Et figure-toi que je suis allée investiguer sur cette histoire et j'ai trouvé autre chose. C'est que cette histoire, eh ben, c'est effectivement un truc de mytho, parce que c'est pas ça la vraie histoire. Et pourquoi j'ai investigué? Parce que j'aime bien rechercher les trucs qui débunkent un peu pour aller, parce que c'est ma façon de penser, je me dis: «Il y a des réelles choses qui se passent, qu'on ne connaît pas». Mais toutes les histoires de mythos, elles font que ces réelles choses, elles ne sont pas crues. Donc nous avons aussi certains organismes pour nous faire croire que des choses n'existent pas, noient en fait la vérité derrière tout un tas de fausses informations. D'accord? Et donc cette histoire est quelqu'un qui est allé, donc vérifier à l'origine, voir si effectivement les écrits de l'évêque retraçaient cette histoire telle quelle. Eh ben, pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est génial. Oui, donc c'était Jacques Vallée qui avait traité de ce sujet dans son livre Passeport pour la Magonie. On en avait parlé avec Jérôme dans un des derniers Mimi il y a 2 ans. Je vous mettrai la référence. Mais ce qui était intéressant, c'est que effectivement, ces extraterrestres qui n'avaient pas fait du tout d'abduction, hein, qui au contraire euh, étaient là pour aider au niveau comment dire, la récolte de céréales, etc. Ils avaient un bateau volant.
et ce bateau volant les ramenait en Magonie, et la Magonie était un pays qui était dans le ciel, pas dans l'espace, mais dans le ciel, comme s'il passait un voile pour aller de l'autre côté du voile et se retrouver en Magonie. Peut-être un peu pour refaire le lien avec nos malheureux explorateurs, effectivement, qui sont peut-être pas allés dans la terre creuse, mais comme il y a une certaine intensité magnétique au niveau des pôles, est-ce que ça crée pas, tu vois, comment dire, un malaxage de notre plan, et puis bien tu passes sur un autre plan à ces endroits-là bien précis, et tu te retrouves effectivement avec des civilisations qui sont tout autres, avec un autre soleil, sans pour autant basculer dans une terre creuse. Ça peut vraiment être une possibilité, tout à fait. Alors après, je sais que tu disais que effectivement cette histoire était potentiellement fausse, mais peut-être pas. Ça, c'est toujours voilà, une histoire de deux points de vue. De bien dans l'ufologie, on peut prendre à chaque fois, se dire c'est vrai, c'est faux. Ce qui est quand même intéressant, c'est l'étude de Jacques Vallée. Voilà. Parce que pour le coup, effectivement, après, ça a été récupéré à l'époque par le milieu religieux, le dogme religieux, et ça a été transformé. Donc c'est pour ça, je pense que tout n'est pas à jeter dans cette histoire, en tout cas, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et il y a peut-être là aussi un fond de vérité. Comme pour la Terre creuse, il y a peut-être un fond de vérité. Est-ce qu'on le saura un jour, ma chère Natacha? Beh, c'est ce que je voulais te dire, c'est, faut pas j comme tu dis, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pour ça que moi je voudrais en fait, j'aime bien qu'on dise des choses. Tu sais, j'ai vu moi-même des phénomènes, ovnis, tu te souviens dans le premier Mimi, je crois, que je t'en parlais, où je l'ai photographié et c'est une réalité, c'est pas une photo truquée. J'ai vu des boules oranges également, c'est-à-dire que j'ai vu ce phénomène-là, qui était, donc des je sais pas, Hmm. je sais pas. Mais tu as vu aussi les traînées de satellites, de... Et voilà, c'est ça. Hmm. C'est exactement ça, c'est toutes les interprétations que j'aurais pu faire. Donc effectivement, moi j'ai vu des traînées de satellites et pour moi, je me suis dit: «Ça y est, ce sont des ovnis». Bah oui, c'était des objets volants non identifiés pour moi, sauf qu'ils étaient identifiables. Et c'est pour ça que j'aime bien le travail des, tu vois, des ufologues, ceux qui font un super boulot à dire: «Bah non, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, c'est ceci, c'est cela si on peut» et là, eh bien, il n'y a pas d'explication et c'est là où on peut se dire: «Là, il y a des vrais trucs» Hmm. et c'est pareil dans les phénomènes, parapsychologiques, paranormaux. J'aime bien aussi qu'on dise, parce que tu as un tas d'escrocs qui, sévissent, tu sais, toi et moi, on écrit des articles, toi et moi, on interviewe des gens et toi et moi, on est tombés certainement sur des escrocs. Moi, j'en ai un, c'est une certitude, c'est un escroc, et Ouais, j'en ai un ou deux en tête aussi. ouais, j'en ai un ou 2 en tête et des gens vont nous faire rêver, vont nous raconter des choses, tout ça pour vendre, des produits, pour se vendre eux-mêmes, pour vendre des prestations, pour se faire connaître, pour avoir du pouvoir et je trouve que nous, on a une petite responsabilité en tant que journaliste, en tout cas, on a une responsabilité, en tout cas, c'est comme ça que je le vis et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi dire: «Il y a des biais cognitifs les gars, on fait attention à ça. Il y a des interprétations, on fait attention à ça. Il y a des phénomènes», comme tu le dis tout le temps dans toutes tes émissions, il y a aussi des phénomènes, scientifiques, qui peuvent expliquer telle chose et à partir du moment où on peut plus l'expliquer, ça, c'est intéressant et il y a un tas de choses, il y a dans le tu sais que j'ai travaillé dans OVNI Sciences et Histoire et moi j'aimais bien regarder effectivement ce que disaient, par exemple, les dossiers, qui ont été déclassifiés, les dossiers, de l'armée américaine. Là, tu vois des vrais trucs. Tu te dis: «Bon, les mecs, ils délirent pas, quoi» et ça, c'est passionnant. Ouais, mais là, les amis, si vous avez loupé l'immense émission que nous avons faite avec Stéphane Royer, Damian et malheureusement pas Jérôme parce qu'il était malade ce jour-là, mais il aurait dû être là.
Émission donc qu'on a rebaptisée Et si on parlait vraiment d'ufologie. C'était une émission mythique, hein, à l'époque, on avait fait avec Sylvano Trotta, avec Pam, avec Margaret. Donc on avait fait 9 épisodes. Là, on a relancé le concept, hein, parce que on s'est aperçu que avec Stéphane Royer, on parlait tous les trimestres d'ufologie, et puis que quand Demian était là, les conversations s'étaient enrichies, et à 4, ça faisait vraiment une très très belle émission. Donc, si vous l'avez manqué, elle est sortie mercredi dernier. C'est Et si on parlait vraiment d'ufologie, numéro 10. L'émission dure 3 heures, je sais. Donc, soit prévoyez votre soirée, soit regardez-la en plusieurs fois. Et pourquoi je parle de ça? C'est pour rebondir sur ce que tu disais, Natacha. Il y a un livre de Luis Elizondo qui est sorti cet été. Malheureusement, il est qu'en anglais. Donc c'est pour ça, regardez l'émission. Stéphane Royer fait une conférence de plus de 2 heures sur le livre. Il raconte tout. Et ce livre, c'est vraiment une grosse rétrospective vue par un ex-agent américain des renseignements sur on va dire les 50 années qui sont écoulées sur l'ufologie mondiale. Et il y a des cas, des situations, des explications qu'on peut pas nier, quoi. C'est pas explicable, quoi. C'est des situations qui sont ni explicables, ni, je sais plus ce que tu avais dit tout à l'heure, et qui sont complètement incompréhensibles, mais qui sont là. Bon, bah, passionnant. J'espère que tu vas le regarder, 3 heures. On fera une petite interro surprise la semaine prochaine. Alors je te ferai une petite interro surprise sur mes vidéos que tu as pas regardées. Bah tiens, bien sûr que si, j'en ai regardé. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder Natacha Co sur YouTube. Voilà, déjà, regardez sa conférence. Et puis après, il y a plein de sujets qui vont vous intéresser. Et puis, si vous êtes embêté par des pervers narcissiques, Natacha, là, elle est au top. Elle les a tous analysés. Elle vous dit tout. Si vous avez un doute sur votre mec, regardez les vidéos de Natacha. Et je vous dis tout, mais même sur la sexualité. Ah, je Vous les ai pas vues celles-là. Tu me les as pas envoyées celles-là. Si, si, il est sur ma chaîne. Ben oui. Tu sauras tout. Ouh, Ouh! rendez-vous au prochain épisode. Oh là là! Ah ça y est, là, on va en émoustiller plus d'un. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Mais c'était fait pour, c'était pour les ramener sur, ma chaîne. Bien sûr. Mais alors? Laissez des commentaires, laissez des Ben oui, commentaires. bien sûr. Et puis, des likes, hein. Et elle a tout à fait raison, mais c'est pire que des likes. Les amis, l'heure est grave, hein. L'heure est grave. J'ai analysé, je le fais jamais, mais du coup, j'ai analysé les statistiques YouTube. Vous êtes 1 sur 2 à ne pas être abonné à nous regarder. 1 sur 2. Mais comment ça se fait? Ah bah, Comment c'est ça se fait? Ben voilà, non, mais mmh Bah non, bah non. abonnez-vous. Là, toi, là, je te vois, toi. Là, tu le vois là, celui-là, Natacha? Lui, c'est Ouais, bon, lui, il est abonné, mais pas lui. ouais, Voilà, voilà, vous on faites pas compte sur votre vous. job, faut nous Non. soutenir. En tout cas, voilà, il y a l'air d'avoir des choses intéressantes sur la chaîne de Natacha. Allez-y, abonnez-vous, faites-nous plaisir. Et nous, on se retrouve, Natacha, la semaine prochaine. À la semaine prochaine Antoine, à la semaine prochaine les amis. Natacha, très bonne soirée, à la semaine prochaine. Ah ouais, tu reprends parce que tu as dit un petit peu des bêtises, hein? Mmh. Dans les bêtisiers, vous vous retrouvez, d'accord? Je te grille! Tu voulais, mais non, il sera dans les bêtisiers. À la semaine prochaine Antoine, à la semaine prochaine les amis. Bye bye. Bye.
et parfois je me dis: «Tiens, c'est intéressant de ramener», tu sais, nos politiques, ils font ça parfois, ou certains organismes font ça. C'est-à-dire que pour éviter de mettre en avant des: «Qu'est-ce que tu fais, Antoine?» Antoine tourne, Mais personne ne le voit, il y a que toi qui le vois. moi qui le vois. Mais oui, je suis en train de chercher dans ma bibliothèque le bouquin que je veux te montrer. Oui, d'accord, donc je Donc il faut que tu fasses l'air de rien, mais là tu vas finir dans le bêtisier, qu'est-ce que je te dis? je te vois tourner comme ça. Ça te Oui, 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 perturbe. Antoine est possédé. Et moi je t'ai perturbé, désolé. Donc c'est pour ça que c'est génial. À toi. 2 fois aujourd'hui que je te rappelle. Je vais chercher Réveille-toi! je vais chercher mon livre. C'est pas vrai. Je Non, fais non, c'est bah, le 21. Oui, oui, non, je me croyais le 14. C'est moi qui ai, oh, c'est bon ça. Oh, 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 c'est bon ça. mmh, Là, ça, oui, hein, oui. pas qui remplit. Le pétiller. Et comme c'est moi qui fais le montage, je sais pas si je vais me mettre dans le bêtisier. Et là, je vais vérifier. Parce que moi, je vérifie toutes les conneries que tu mets dans les bêtisiers. Après, je me dis: «Non, il faut, hein, faut dire». Mmh, Tu as vu? J'ai ouais. pas trop dit de Ouais, non, bêtises mais là, non, mais tu pas on est été là. drôle ce soir, hein. Moi, je dis, j'ai rien à mettre dans le bêtisier te concernant, là. Non, mais je m'en fous parce que c'est toi qui l'as rempli là. Tu as pas si, c'était drôle là, quand tu tournais, j'étais là: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Là, il dit: «Tu es possédé». C'est la tête qui tourne dans tous les sens. Le Bubble Man. Bubbleman, Bubbleman, n'importe quoi. Ah là là. Allez, faut que j'aille manger moi. Donc on va dire au revoir à tout le monde. Pause. Pause. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Perovskite. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, À toi? ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Superman.